Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Quelque chose de très important s'est produit sous la surface du système financier et cela a un impact direct sur la santé du système bancaire des États-Unis. Cela met également en lumière les faiblesses croissantes de ce système. Alors que les marchés étaient distraits par les rallyes de fin d'année, les fêtes et les spéculations sur les baisses de taux, la Réserve fédérale a très discrètement injecté des dizaines de milliards de dollars dans le système bancaire américain. Par exemple, rien que le 30 décembre, la Fed a fourni 16 milliards de dollars de liquidités au jour le jour. Ce mouvement a marqué la deuxième plus grande opération de pension livrée depuis la crise du Covid, croyez-le ou non. À la fin du mois, le total des injections de pension de décembre atteignait un peu plus de 40 milliards de dollars. Sur le papier, cela peut sembler ennuyeux et très technique. Cependant, toi et moi comprenons que lorsque la Fed intervient à une telle échelle, en termes simples, lorsqu'elle choisit d'intervenir à ce niveau, surtout en dehors d'une crise, cela est généralement perçu comme une réponse à un stress qui n'est pas immédiatement visible. Ces fonds ont été fournis par le biais d'accords de rachat au jour le jour ou repo, comme je viens de le mentionner. C'est là que les banques et les institutions financières échangent temporairement des titres du Trésor contre des liquidités. Et cela se fait du jour au lendemain. Officiellement, l'objectif est de maintenir la stabilité des taux d'intérêt à court terme et d'assurer le bon fonctionnement des marchés monétaires. Voilà pour la version officielle. Ce qui est intéressant, c'est que la Fed insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un plan de relance. Bien sûr qu'ils diraient cela. Bien sûr qu'ils ne veulent pas que vous sachiez qu'il y en a besoin. Pourquoi nous dirait-il qu'il s'agit d'une mesure de relance alors qu'il répète depuis des mois que l'économie se porte très bien? Mais l'ampleur et la persistance de ces opérations ont relancé le débat sur ce qui se passe réellement sur les marchés de financement à court terme et sur la manière dont cela affecte l'économie américaine dans son ensemble. D'après le graphique que vous voyez actuellement à l'écran, l'opération du 30 décembre n'était inférieure qu'aux interventions d'urgence pendant la pandémie. En d'autres termes, tout semble aller bien, jusqu'à ce que soudainement ce ne soit plus le cas. Et c'est là le point essentiel. Les opérations de pension livrées augmentent fortement lorsque les institutions ont besoin de liquidités immédiates pour répondre aux exigences de garantie. Cela peut être lié à une exposition aux matières premières ou à des contraintes de bilan qui ont tendance à s'intensifier à la fin des trimestres ou de l'année. Or, en fin d'année, comme nous venons de le constater, en raison des normes de déclaration réglementaires, les banques américaines doivent respecter certaines obligations et certains standards. Ainsi, la Réserve fédérale devient le prêteur en dernier ressort, qu'elle veuille l'admettre ou non, car les banques ne sont généralement pas incitées à se prêter entre elles à ce moment-là. Ce que la Fed vient donc de faire, c'est de fournir un soutien continu en liquidité au système bancaire américain, car la demande de pension livrée auprès de la Fed est restée élevée. En réalité, il est resté élevé tout au long du mois de décembre. En vérité, la dépendance du système bancaire américain vis-à-vis des facilités de crédit de la Réserve fédérale n'est que rarement un signe de confiance. Ce n'est pas ce qu'ils font lorsqu'ils sont sûrs d'eux et qu'ils ont des prévisions positives. Ce n'est donc pas un bon signe. Cela traduit généralement de la prudence et un manque de perspectives favorables pour l'avenir. Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est ce qui se passe au-delà des opérations de pension. Le compte-rendu de la dernière réunion du FOMC a révélé que la Fed se prépare en réalité
a relancé les achats directs de bons du Trésor dans le cadre de ce qu'elle continue d'appeler un programme de gestion des réserves. Au cours des 12 prochains mois, la Fed pourrait acheter jusqu'à 220 milliards de dollars de titres du Trésor afin de garantir, selon leurs mots, que des réserves suffisantes demeurent dans le système bancaire. En d'autres termes, ils s'inquiètent du système bancaire américain et ils achètent désormais effectivement des titres du Trésor pour gérer ce qui s'apparente à un effondrement au ralenti. Encore une fois, la Fed insiste. Ce n'est pas un assouplissement quantitatif, affirme-t-il. Ces achats sont purement techniques et visent à maintenir le contrôle des taux à court terme. Jerome Powell lui-même a souligné que ces achats n'ont aucune incidence sur l'orientation de la politique monétaire. Mais soyons honnêtes, les étiquettes ne changent rien à la mécanique ici. Lorsque la Banque centrale achète des obligations d'État, que se passe-t-il? Son bilan s'élargit. Nous le savons très bien, cela s'est produit pendant le Covid. La liquidité augmente et entre dans le système. Et dans ce cas précis, le rythme des achats est considéré par beaucoup comme un signal d'alerte. Je dirais que c'est effectivement un signal d'alerte et c'est un signe très inhabituel. La Réserve fédérale a annoncé qu'elle commencerait immédiatement à acheter environ 40 milliards de dollars de bons du Trésor par mois. Et ce rythme dépasse en réalité la réduction actuelle des titres adossés à des créances hypothécaires, ce qui signifie concrètement qu'une plus grande liquidité est injectée dans l'économie. Et bien sûr, le système financier réagira en conséquence. Ce changement intervient juste après que la Fed a officiellement mis fin à l'assouplissement quantitatif. Depuis 2022, la Banque centrale réduisait la taille de son bilan. Elle laissait les obligations arriver à échéance sans les remplacer. Et ce processus a fait passer le bilan d'environ 9 000 milliards de dollars à près de 6 500 milliards. Mais fin octobre, la Fed a tiré un trait sur le QT au moment même où des signes de tension sur la liquidité commençaient à apparaître. Nous voilà donc officiellement dans un environnement de taux élevés pour une période prolongée. Et officieusement, je dirais que nous observons simplement la liquidité remonter. Le compte-rendu du FOMC a clairement indiqué que les responsables politiques ne sont pas pressés de baisser les taux. Trump, bien sûr, souhaite les réduire et il pourrait avoir le soutien nécessaire pour le faire. Mais la Fed, dans son ensemble, n'y est pas favorable. La plupart des responsables de la Fed estiment que l'inflation doit continuer à baisser avant qu'un assouplissement puisse reprendre. Et pourtant, dans le même temps, la liquidité mondiale a atteint un niveau record. Selon les données récentes, la liquidité mondiale a augmenté d'environ 480 milliards de dollars. Cela ne provient pas d'une seule source, mais de plusieurs. Et l'on constate un décalage évident. Ce décalage pourrait bien être la caractéristique déterminante du cycle économique actuel. D'un côté, la liquidité augmente. De l'autre, les taux directeurs restent assez restrictifs et il est difficile de prévoir la suite. La Fed affirme ne pas assouplir sa politique tout en injectant des milliards de dollars via les pensions de titres, en reprenant les achats de bons du Trésor et en interrompant la contraction de son bilan. Mais les critiques affirment que cette distinction est surtout sémantique et qu'en réalité, cela revient à injecter de la liquidité, volontairement ou non. La vraie question n'est pas de savoir s'il s'agit d'un assouplissement quantitatif, mais si décembre marque un tournant, et ce qui viendra ensuite. Lorsque les banques centrales passent d'un retrait de liquidité à un ajout, même discrètement, la direction compte vraiment. Restez donc à l'écoute. Je continuerai à vous tenir informés ici sur YouTube, ainsi que sur mon Substack et mon Patreon. Merci beaucoup de regarder, comme toujours. Merci de soutenir mon travail. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant sur YouTube, Patreon ou Substack. Merci encore pour votre soutien. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain.
À bientôt. We'll see you back here tomorrow. Bye for now.